Ce sont des fainéants. Des assistés. Des parasites de la société. Ils profitent du système. Ça plombe le pays. Ces jugements véhiculés dans la société sur les individus percevant les aides sociales sont-ils réellement le reflet de la réalité ? Prenons un peu de hauteur. La fraude aux prestations sociales en France représente 503 millions d'euros en 2015, soit environ 1% des bénéficiaires, alors que la fraude fiscale est estimée entre 60 et 100 milliards d'euros. Et si le vrai problème des aides sociales n'était pas la fraude, mais le non-recours ? Le non-recours correspond à la situation d'une personne éligible à une prestation sociale qui ne la demande pas. Et cela pour plusieurs raisons. La peur de la stigmatisation, le manque d'informations reçues et la complexité administrative. Ainsi, en 2015, pour tout RSA confondu, le non-recours était de 50%, dont 68% pour le RSA activité. Bonjour, je suis Jean-Yves Dartiguenave, je suis professeur de sociologie à l'Université de Rennes 2 et un de mes champs de recherche concerne l'action sociale et le travail social. Alors je crois d'abord qu'il faut peut-être commencer par rappeler l'origine socio-historique de l'accès aux droits et surtout comment les droits sociaux sont apparus dans un contexte particulier. Je rappelle que c'est fin 19e que la notion de droit social est apparue. Et elle est apparue en fonction d'une conception solidariste de la société et légitimait le principe de la redistribution, justement, des droits sous la forme notamment de prestations sociales, par le jeu, bien sûr, de prélèvements obligatoires, parce qu'on ne peut pas justifier uniquement les difficultés d'accès aux droits uniquement par une difficulté d'information, même si elle est réelle. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement au courant des droits auxquels ils peuvent prétendre, mais on ne peut pas non plus justifier, même si c'est un élément aussi à prendre en compte, mais on ne peut pas se limiter à dire qu'il y a des prestations, parmi les prestations, les minima sociaux, on ne peut pas expliquer leur non-recours, leur non-accès uniquement par des raisons de stigmatisation, qui comptent néanmoins, puisque c'est vrai qu'une partie de la population ne souhaite pas bénéficier de ces prestations, car elles sont stigmatisantes, elles portent une marque infamante qui déclasse, qui relègue, et certaines personnes préfèrent effectivement se passer des prestations plutôt que d'être marquées socialement par cet accès à ces prestations. Les droits sociaux se matérialisent à travers le jeu de prestations sociales, et que ces prestations sociales font l'objet d'un traitement politique et administratif. Ce n'est pas simplement un principe abstrait, les droits sociaux, c'est la matérialisation dans l'accès à des prestations. Ça c'est important, cette dimension du traitement administratif. Je le dis parce que l'accès aux droits se fait par le biais d'institutions. On mesure déjà le fossé qu'il peut y avoir entre le traitement quasi industriel, sur un mode industriel de ces prestations, puisque vous savez qu'elles sont en très grand nombre, et la façon dont les personnes appréhendent ces droits sociaux. D'abord, c'est très difficile, bien sûr, pour des personnes de déchiffrer toute la complexité, bien sûr, des critères d'accès à ces prestations, mais c'est aussi le sentiment d'une étrangeté que ressentent souvent les potentiels allocataires. La façon dont la plupart des allocataires appréhendent les droits sociaux, c'est dans la sphère du domestique, de la proximité. Donc ils ressentent très souvent un sentiment d'étrangeté quand ils se déplacent par exemple à la caisse de l'allocation familiale, puisque cet univers leur paraît massif, sur des procédures complexes qu'ils ne maîtrisent pas. Sentiment d'être perdu dans de grand espace, ne comprenant pas nécessairement la façon dont est organisée la procédure. Tout cela montrait justement un décalage entre l'univers de traitement des prestations et la façon dont les allocataires appréhendaient à leur échelle justement les prestations. Cette conception repose bien sur une conception de la solidarité et d'une justice distributive. Or, il se trouve qu'elle vient se heurter, dans certains milieux populaires, dans des milieux précarisés, à une autre conception de la solidarité, qui n'est pas une conception de la solidarité de la justice distributive, mais ce qu'on appelait autrefois, c'est un vieux terme, la justice commutative. C'est-à-dire qu'on me doit
à la hauteur dans une sorte d'égalité, à la hauteur de ce que je réclame. C'est une conception de la justice immédiate et qui doit correspondre terme à terme entre le prix que je prétends valoir et la prestation que je dois obtenir. Alors c'est très important parce qu'il y a un décalage foncier dans la façon de concevoir justement les prestations entre un établissement comme la Caisse d'allocations familiales et certains allocataires, puisqu'ils ne sont pas sur le même registre, la même représentation de la solidarité. D'où les incompréhensions fréquentes quand on voit des allocataires qui viennent et qui ne comprennent pas qu'il y ait une variation de leurs prestations, du montant de leurs prestations, par rapport aux voisins qui a une situation identique. Mais la seule chose, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte un certain nombre de critères qui peuvent être justement la taille de la famille, l'âge, l'ancienneté du versement de la prestation. Autrement dit, la moindre différence est perçue comme une injustice. On estime qu'on est à ce moment-là victime d'un mauvais traitement, d'un traitement inégal, et on se retourne à ce moment-là, de façon parfois virulente, à l'égard d'un établissement dont on ne comprend pas la logique. Et c'est une des raisons, de mon point de vue, à la fois des questions de litige dans le traitement des prestations, mais aussi de non-recours. Certaines personnes nous disant, de toute façon, on n'est pas... Il y a même des propos confinant au racisme, bien souvent. Je me rappelle d'une phrase d'un locataire que j'avais interviewé qui dit, de toute façon, à la CAF, si on n'est pas arabe, on n'est pas servi. Ils avaient le sentiment de ne pas être servis à la hauteur de leur situation. Et bien souvent, c'est d'autant plus exacerbé qu'on a affaire à des personnes qui sont dans des situations extrêmement précaires, qui sont dans des situations de relégation, de stigmatisation, et elles réclament finalement, l'idée c'est, je reprends une formule d'André Gorz, qui était un philosophe important, et qui disait qu'il y avait une formule que je n'ai jamais oubliée en tant qu'étudiant, puisque finalement on m'a tout pris, on me doit tout. C'est cette logique-là, du tout ou rien, qui anime bien souvent le rapport des populations précaires aux institutions sociales et dans l'accès aux droits. Le sentiment d'être dépossédé, d'être relégué, d'être nié profondément dans son existence sociale, eh bien, appelle une sorte de réparation, mais d'une réparation que l'on veut totale. Et à partir du moment où on n'est pas satisfait, eh bien, il y a rejet. Il y a rejet, il y a repli, et il y a finalement contestation même du principe de la répartition, et on se met à l'écart. Voilà, à mon avis, un des mécanismes puissants qui explique pour une part le non-accès au droit, cumulé bien sûr aux autres éléments qui touchent et qui sont réels, à la stigmatisation que porte en elle-même un certain nombre de prestations, et aussi bien sûr aux difficultés de communication, au caractère indéchiffrable, il faut bien le dire, de certaines prestations, puisque j'ai le souvenir de certaines prestations où, y compris les travailleurs sociaux, ne retrouvaient pas leur latin dans la complexité des démarches, des méandres administratifs pour arriver à obtenir une prestation. Je pense que les conséquences du non-recours, c'est une sorte de désaffiliation profonde d'une partie du corps social par rapport aux institutions sociales. C'est là où je vois le danger. Je pense qu'il porte en germe, justement, des récupérations aussi très populistes. On en voit d'ailleurs les effets aujourd'hui, puisqu'il y a une sorte de divorce qui s'établit à ce moment-là entre une partie du corps social et des institutions qui sont chargées de garantir une certaine cohésion sociale par une logique redistributive. Et moi, j'y vois surtout une fracture profonde au sein même du corps social, et d'une fracture entre le corps social et le monde du politique. On le voit bien aujourd'hui. La méfiance de certains milieux populaires à l'égard du politique puise notamment dans ce sentiment d'abandon, le sentiment d'être injustement servi, comparativement à d'autres situations. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui davantage de fraude plutôt que de non-recours? Il me semble qu'il y a là une conception culpabilisante qui va avec d'ailleurs ce discours sur l'assistanat. Non seulement les personnes sont responsables finalement de leur sort, ils deviennent des assistés permanents, c'est ça qui est derrière l'assistanat, ils ne font aucun effort, il y a un discours très, très moralisant d'ailleurs, il ne faut qu'un effort pour s'en sortir et que les prestations les entretiennent dans cet état de fait, mais il y a aussi un discours culpabilisant, au fond, les populations sont enclines à frauder, à tirer avantage, bénéfice, des prestations qui sont servies.
Alors je pense qu'il y a une logique de culpabilisation qui sert évidemment aussi en partie le discours consistant à légitimer un retrait de l'État, un désengagement de l'État dans le système de protection sociale. L'État a mis en place en 2017 un site internet pour faciliter l'accès aux droits. Vouloir trouver des solutions est une chose, mais ne faudrait-il pas aller vers des solutions plus humaines pour recréer le tissu social ? Ce manque d'efficacité de l'État pour lutter contre le non-recours n'est-il pas volontaire ? En effet, le non-recours au RSA représente une économie de 5,2 milliards d'euros pour l'État en 2015. Néanmoins, le non-versement a une incidence négative sur le niveau de vie des ménages et leur consommation. Finalement, le non-recours n'est-il pas destructeur de richesse ?